tout à l'heure, je disais que la santé était un état de bien-être total et ça inclut également la santé mentale. Pour nous parler des conséquences de la Covid sur la santé mentale, nous avons Dr Hachem Tiel, psychiatre, psychanalyste à la clinique Villa des Lilas à Casablanca. Il est membre du comité exécutif de la WPA-PIP section psychanalyse de la World Psychiatric Association, membre du conseil exécutif de la section des programmes d'intervention familiale, Association mondiale de psychiatrie sociale, membre du bureau exécutif de SILA, Association pour la santé mentale, représentant régional de l'Association mondiale de psychiatrie dynamique et président d'honneur et passe-président de la Fédération internationale de psychiatrie Alpha Psy. Il est également ancien vice-président et membre fondateur de la Société marocaine de psychanalyse et occupe beaucoup d'autres fonctions dans d'autres institutions. Dr Hachem Tiel, merci d'avoir accepté l'invitation et merci de nous faire votre présentation. Oui, mais merci Madame Sintissi, merci de m'inviter, merci aux organisateurs de me donner la possibilité de partager avec vous. Merci à mon ami professeur Ben Ammar qui, quand il m'a invité, je n'ai pas hésité une seconde à venir à lui répondre, à répondre présent à son invitation. En écoutant ce qui se dit aujourd'hui, je me suis dit dans quoi je me suis embarqué à écouter les brillants exposés de mes confrères qui ont parlé de manière absolument extraordinaire de cœur malade, qui ont parlé de poumons malades. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ? Qu'est-ce que je vais même pouvoir leur raconter ? Parce que justement, là, je ne vais pas parler d'organes malades. Ce n'est pas le cerveau qui est malade. Il faut l'entendre. Hein, dans la maladie mentale, ce n'est pas le cerveau qui est malade, c'est la psyché qui est malade. Donc, je vais essayer de partager avec vous autour, non pas d'un cerveau malade, mais d'une personne en souffrance psychologique suite à cette histoire de Covid. Et donc, je vais essayer d'aborder tout cela en essayant de vous parler de choses que vous savez déjà. Donc, je vais essayer de vous interpeller par rapport à des choses que vous savez déjà. Alors, la gageure est de vous intéresser sur des choses que vous savez déjà, mais c'est la même gageure qu'on a quand on voit les gens en psychothérapie, en psychanalyse. On ne parle de rien d'autre que de ce qu'ils savent déjà, mais parler de choses qu'ils savent déjà, ça les amène à les voir autrement et ça leur donne la possibilité d'envisager les choses de ce qui se passe à l'intérieur d'eux autrement et de ce qui se passe autour d'eux également autrement. J'espère que je vais tenir ce pari. Alors l'incidence du Covid, tout le monde les connaît. Quand on a eu le Covid, on a vu que les gens s'isolaient, ils étaient perturbés dans leur routine quotidienne, ils étaient inquiets par rapport à leur santé, ils étaient instables. Il y avait donc un impact important sur leur bien-être psychosocial. Et on le sait, tout le monde le sait. On a eu les troubles d'anxiété généralisée qui ont augmenté de 12%, la dépression a augmenté de 30%, c'est énorme, avec des idéations suicidaires chez un adulte sur 7, pratiquement, ce qui est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. On a pratiquement 20% de personnes qui ont augmenté de manière considérable leur consommation d'alcool et de cannabis. Les gens se plaignent de stress, se plaignent de tristesse, ils sont chagrinés, ils sont tendance à la culpabilité, ils sont d'humeur maussade, ils sont irritables, ils sont nerveux, ils sont insomniaques, ils ont du stress, ils sont colériques, ils sont épuisés émotionnellement, ils ont peur. Ça vous parle tout ça parce que tout le monde l'a vécu pendant cette fameuse pandémie. Et donc on est en souffrance psychologique. Alors qu'est-ce qui fait que certaines mais on ne l'a pas été tous de la même manière. Alors l'idée c'est de voir qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres. Et donc j'ai essayé de m'interroger et de partager avec vous mes interrogations par rapport à ça. Alors on sait, c'est documenté, que ceux qui ont le plus souffert, c'est les femmes ont souffert plus que les hommes, les jeunes ont souffert plus que les âgés. Le niveau d'éducation faible également a impacté, la faiblesse des revenus. Les gens qui présentaient déjà des problèmes, des troubles de leur santé mentale et physique, étaient plus sujets à développer des problèmes psychologiques. Les gens qui sont victimes de stigmatisation sous toutes ses formes, les parents seuls, les gens qui sont solitaires, les gens qui sont pris dans les réseaux, ce que j'appelle l'infodémie, toutes ces personnes-là ont été plus impactées que les autres sur quoi ?
sur leur santé mentale. Mais bon, mais la santé mentale, c'est quoi? C'est quoi cette santé mentale? On en parle. Donc, je me suis interrogé là aussi par rapport à ça, d'où mon grand point d'interrogation. Et je vais essayer de vous parler de ce que c'est. Madame Sintissé en a parlé tout à l'heure. La santé mentale, c'est, oui, elle est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et surtout, elle n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de maladie qu'on est en bonne santé mentale. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Donc la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel l'individu, la personne est capable de se réaliser, elle est capable de faire face au stress, aux agressions de la vie, elle est capable de participer à la production du pays, d'être productive. C'est une satisfaction énorme quand on est productif. Elle est capable donc de contribuer à la vie de la communauté. Donc la notion de bien-être renvoie à la capacité de faire face aux agressions, de faire face à l'adversité et de développer en même temps des compétences pour avancer et être de plus en plus efficace face à l'adversité. Alors, cette santé mentale, on a vu comment est-ce qu'on pouvait la définir. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce que c'est. Donc, à travers ce que j'ai appelé les dimensions de la santé mentale. Là, les dimensions de la santé mentale, il y en a 3. Il y a les troubles mentaux, quand ils existent. Il y a la souffrance psychologique, qui n'est pas le trouble mental, et il y a les compétences psychiques. Alors les troubles mentaux, rapidement, vous savez ce que c'est quand il y a un certain nombre de symptômes qui, dans les classifications internationales, vont déterminer le diagnostic. Il y a ces symptômes, donc on va dire que c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Ce sont en général des problèmes qui sont impactants sur la vie de la personne. Ce sont toutes les pathologies que vous connaissez, troubles des perceptions, des émotions, les troubles de la pensée, donc les gros diagnostics, ces fameuses dépressions, troubles bipolaires, schizophrénie, etc., etc. Mais c'est surtout pour dire que ce n'est pas la souffrance psychologique. Parce que la souffrance psychologique, c'est justement un état de mal-être qui n'est pas nécessairement révélateur d'une pathologie. Tous, on a souffert psychologiquement, tous, on va encore souffrir, ça fait partie de la vie. Mais la caractéristique de tout cela, c'est quoi? C'est que la souffrance psychologique est caractérisée par le fait que les symptômes sont peu intenses et sont surtout passagers. Ils ne s'inscrivent pas dans la critériologie diagnostique et ils sont souvent réactionnels à des situations de vie ou à des difficultés existentielles. La souffrance psychologique est donc toujours temporaire. Elle est toujours temporaire. Elle fait suite à un événement stressant et elle est en fait rien d'autre qu'une réaction adaptative normale, sauf dans certains cas où elle va amener elle-même une décompensation d'une personnalité avec beaucoup de vulnérabilité. Maladie mentale, souffrance psychologique, compétences psychiques. Et les compétences psychiques, c'est encore autre chose, un autre volet. C'est quoi les compétences psychiques? C'est l'estime de soi, ce sont les capacités d'adaptation devant les difficultés, c'est le sentiment de maîtrise de la vie de l'individu, c'est la capacité de résilience, c'est la possibilité de la personne d'être optimiste. Ces compétences, elles vont donc amener, elles vont déterminer, rien de plus que la capacité de la personne à jouir de la vie, à s'adapter aux événements de la vie. La capacité de la personne à être dans du bien-être émotionnel, la capacité à avoir des valeurs spirituelles qui sont essentielles. On ne peut pas vivre sans valeurs spirituelles. La capacité de l'individu à être dans l'appartenance sociale, à être capable de s'inscrire dans la culture du pays, à être intégré dans la culture du pays et en faire sienne, être capable d'équité, être capable de justice, être capable de dignité personnelle. Donc vous voyez que cette personne, tout cela va permettre à la personne d'être compétente psychiquement. Et la personne compétente psychiquement, c'est donc une personne qui se sent suffisamment en confiance, qui n'est pas dans les peurs, qui est libre de ses peurs, de ses blessures anciennes, qui a pu se débarrasser de ses démons avec les expériences de vie, qui est capable d'éprouver du plaisir, qui est capable d'être dans un équilibre entre les différents aspects de la vie psychique, psychologique, spirituelle, sociale et économique. Donc, on voit bien à quel point les compétences psychiques sont essentielles. Les compétences psychiques, elles ne sont pas la maladie mentale, elles ne sont pas la souffrance psychologique, et c'est quelque chose qui est essentiel justement pour cette santé mentale, et c'est à ce niveau que tout doit se jouer pour justement permettre, on va le voir après, à la personne d'être capable de ne pas être impactée par les problèmes dans lesquels elle peut être, et c'est ce sur quoi joue la prévention. Et la prévention se fait dès les
plus bas âge, à travers de l'information, à travers beaucoup de choses qui peuvent permettre à l'individu de développer ses compétences psychologiques, ses compétences de personnalité. Donc voilà, on a vu les dimensions de la santé mentale, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui permet justement d'être dans cette santé mentale, c'est ce que j'ai appelé les déterminants psychosociaux de la santé mentale. Alors les déterminants psychosociaux de la santé mentale, c'est ce que je viens de dire, ce sont les compétences psychiques évidemment, mais pas seulement, parce que c'est aussi les systèmes dans lesquels on baigne, les systèmes de santé, le système éducatif, le système les gardes à l'enfance, les services sociaux, l'aménagement du territoire, comment est-ce qu'il est fait, le soutien à l'emploi, la solidarité sociale, donc les systèmes dans lesquels on vit, c'est les milieux de vie, le milieu rapproché, le milieu familial, le milieu scolaire, le milieu de travail, le milieu d'hébergement, la communauté, mais c'est aussi, donc pas seulement, mais c'est aussi le contexte global dans lequel vit le pays, c'est la politique, le législatif, l'économique, le démographique, le social, le culturel, le technologique, le scientifique, l'environnement naturel. Donc tout cela détermine la possibilité de l'individu à développer ses compétences psychiques, donc à faire face à l'adversité, comme je le disais tout à l'heure. Et parmi tout cela, il y a, pour donner des petits exemples, les facteurs sociaux comme la faiblesse des revenus, le chômage, la pauvreté, les réseaux sociaux, la confiance mutuelle. Tout cela impacte très négativement les possibilités données à l'individu de développer ses compétences psychiques, les milieux de travail, le milieu scolaire, tout le stress que peuvent vivre les personnes dans ces milieux-là, le harcèlement moral, la violence, tout cela impacte de manière parfois désastreuse la possibilité de l'individu à développer ses compétences, donc à faire face à l'adversité. Alors, faire face à l'adversité. Alors, qu'est-ce qui peut, quand on sait ça, quand on connaît ces déterminants, ça nous permet d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut se protéger contre tout cela, comment est-ce que l'individu lui-même peut se protéger. C'est ce que j'ai appelé les facteurs de protection. Les facteurs de protection, c'est quoi? C'est la capacité de l'individu au niveau interne à avoir des ressources suffisantes, tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, familial, social. Donc les capacités internes, c'est l'intelligence, c'est la capacité de résolution de problèmes, c'est l'utilisation de stratégies adaptatives, c'est la capacité d'introspection, c'est la créativité de la personne, on va y revenir tout à l'heure, c'est les ressources familiales, c'est l'éducation, l'encadrement, c'est les ressources sociales, donc c'est la conséquence de ce que je viens de dire, et qui nous permet de voir comment est-ce qu'on peut intervenir. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce qu'on peut impacter justement ces éléments-là pour faire en sorte à ce qu'on ne soit pas impacté à l'occasion d'un autre désastre que peut vivre notre Terre. Alors, à quel niveau est-ce qu'on peut intervenir? On intervient sur la personne. Encore une fois, dès les plus bas âges, on peut le faire à travers des choses simples, à travers la pratique de sport, de loisirs, qui favorisent le renforcement des compétences. On essaie de favoriser tout ce qui est possibilité de vivre des sources de plaisir, le loisir. Et tout cela est important. On essaye aussi de développer chez nos enfants, tout simplement, dans notre environnement, essayer d'amener ceux qui font de la société, donc les jeunes en particulier, les histoires de pleine conscience, la possibilité d'être avec des pensées, des émotions adaptées, les possibilités de jouir de ce qui se passe autour de nous, de jouir de la vie, de jouir de l'ambiance dans laquelle on est, donc faire des expériences multiples et diverses qui peuvent permettre à la personne d'être recentrée sur elle et d'apprécier un certain nombre de choses avec la relaxation, la méditation. Vous voyez tout cela, les possibilités de créativité aussi, il ne faut pas l'oublier, la créativité est un élément majeur dans lequel on amène l'individu à pouvoir se ressourcer et de développer encore une fois son champ de compétences. Le partage. L'être humain est par définition quelqu'un qui est un être social, il est dans le partage. Et le partage, c'est quelque chose d'essentiel parce que, en racontant nos expériences de vie, on construit notre identité, on construit notre personne, on construit une subjectivité qui est constructive en recadrant les choses, donc en étant dans le
partage. Et on agit donc, vous voyez, on agit sur l'individu et on peut agir également sur l'environnement. Alors là aussi, ce sont des études ce sont des revues de la littérature qui ont montré à quel point l'environnement dans lequel on est essentiel. La possibilité de la personne à vivre dans d'avoir un confort de vie, une liberté chez eux, un sentiment de bien-être chez eux, et la possibilité d'avoir de l'activité physique. Tout cela semble évident, mais c'est souvent les choses les plus évidentes qu'on voit le moins, et d'où l'intérêt de pouvoir partager avec vous autour de ça. Les contacts sociaux aussi, les contacts sociaux sont des choses essentielles qu'il faut développer, qu'il faut multiplier à l'infini, parce qu'il est avéré, il est reconnu de tous que ça a un effet protecteur face aux sentiments de détresse et de déséquilibre. Le soutien social, le support familial, le support de la communauté. Donc tout cela est important, donc c'est la conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. La confiance envers les institutions est également un élément important, confiance dans les médias, la police, le gouvernement, sinon, etc., etc. Donc tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que, en période de pandémie, plus que en dehors de ces périodes-là, le soutien individuel, la mobilisation des ressources externes sont essentielles pour développer quoi? Pour développer la capacité adaptative qui fait le propre de l'humain. C'est grâce à ça qu'on est encore en ce bas monde, malgré tous les désastres par lesquels le monde est passé. Les compétences psychiques personnelles sont un élément essentiel et il faut les développer. Il est important, dans ces périodes-là, de diversifier les types d'interventions en favorisant l'émergence de stratégies d'adaptation, donc le plus possible, en sollicitant le plus possible les ressources de l'individu, les ressources autour de soi, et à travers cela, on pourra impacter positivement ce qui peut permettre à l'individu de faire face. Et c'est en arrivant à faire face qu'on ne sera pas impacté et qu'on aura de moins en moins cet impact désastreux sur l'équilibre psychologique de l'individu. Je vous remercie pour votre attention.